Bonjour tout le monde. Il vous reste un petit peu d'énergie pour finir la matinée? Oui, à gauche, à droite, oui? Bien contente d'être ici. Je tiens à remercier l'organisation de m'avoir invité à faire cette présentation-là. Donc, de savoir que le Réseau de la santé publique en santé au travail, on est très heureux de participer, d'être là comme partenaire, de pouvoir sentir qu'on peut être un des éléments à la recherche de solutions. Je suis très touchée par le témoignage de Marie-Antoine ce matin, de la belle jeunesse qui produit des outils, qui a comme de la diffusion, qu'on fait connaître le message. Parce que parfois, on se dit oui, on le sait, mais ce qu'on se rend compte, c'est que le petit nouveau, on se rend compte que, tiens, il y a peut-être eu une échappée à un endroit et c'est ce qu'on veut pas. Et chacun de vous, aujourd'hui, d'être là, c'est déjà un élément gagnant pour la suite, puis travailler en prévention à pas s'exposer au gaz et pas avoir le côté fâcheux. Donc, les prochaines minutes, le côté caché des gaz, mais bien entendu, mon grain de sel à titre de, comment tu dis, Denis, infirmière-chef, j'aime ça, moi, infirmière-chef. À titre d'infirmière-chef, j'aimerais ça venir vous entretenir sur certains aspects santé. Donc, on peut changer la diapo. Je vous montre un peu les objectifs des prochaines minutes. Donc, ce qu'on veut, identifier les gaz présents dans l'environnement de travail. Puis si vous avez bien écouté, là, vous devriez être des bons élèves là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Et je vais aller faire une petite vérification là-dessus avec une question mystère tantôt. On va regarder aussi pour connaître les effets à la santé spécifiques pour les gaz les plus fréquemment rencontrés. Et c'est sûr que j'en réinvente pas. Hein. On va regarder beaucoup ce qui est autour des gaz d'ensilage, autour du gaz de lisier, puis le monoxyde de carbone. Mais ça se peut qu'il y en ait d'autres dans vos milieux. Je veux les connaître. J'enchaîne aussi avec les modalités de déclaration qui sont prévues par la loi de santé publique. J'aime bien vous faire connaître dans quel cadre on se retrouve impliqué, parfois chez vous, parfois chez le voisin, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines intoxications. Et je termine ma présentation avec l'organisation des premiers secours, premiers soins et le suivi associé. Donc, si ça vous convient, on y va. Prochaine photo. C'est toujours étonnant, le côté caché des gaz, parce que une situation où on a un nuage important de fumée, on peut penser que c'est très dangereux, puis oups, ça peut être que de la vapeur. Puis juste à côté, absolument rien. J'entendais ce matin certains gaz, pas d'odeur, pas de couleur, rien qui nous porte à notre connaissance, et puis on peut en mourir. Alors, c'est une photo pour porter ça à votre connaissance. Maintenant, je vous fais travailler. C'est là que je veux voir si vous avez bien écouté ce matin, puis je veux vous entendre sur ce qui se passe chez vous. Quels sont les gaz présents dans le milieu agricole? Rappelez-vous le petit tiret si vous avez des gaz qui ont plusieurs mots pour qu'ils puissent bien sortir. Alors, à vos téléphones. On va voir combien on va en avoir. Le méthane, oui, bien sûr. Le monoxyde de carbone, l'ammoniac, le CO2. Oui, effectivement. Il y en a quelques-uns, hein? On pense qu'on en a juste un, on en a plusieurs. On peut en avoir plusieurs dans notre environnement et c'est bien important de s'y attarder. Donc, on va enchaîner avec la suite. Je veux toujours vous sortir quelques données, mais les données, c'est vraiment étonnant. Là, j'ai des données du Bureau de la statistique de la CNSST. C'est comme des petits chiffres, mais sachez que c'est comme la pointe de l'iceberg. Si j'allais voir des données, par exemple, au niveau de la santé publique, j'ai d'autres chiffres qui vont sortir. C'est d'autres petits chiffres, mais c'est comme souvent une addition à ces données-là. Ces données qui sont là, il faut regarder comme quoi ce sont des lésions, donc des dossiers qui ont été présentés à la CNSST, qui ont été acceptés. Plusieurs années, hein, de 2009 à 2018, vous allez voir certaines années qui ne sont pas sur le tableau. C'est des années où il n'y a pas eu ces fameuses déclarations ou encore elles ont été présentées mais pas acceptées. Alors, on en répertorie 17 et je porte à votre attention, donc, il y en a 7 qui touchent le monoxyde de carbone. Ensuite, on a un total de 10 différentes situations, dont 2 pour lesquelles c'est pas précisé. Parce que parfois, même avec des soins, même parfois en salle d'urgence, qu'on essaie de décortiquer ce qui s'est passé, on n'a pas toujours le mot final sur qu'est-ce qu'aura été exactement l'intoxication, parce qu'on a parfois affaire à des cocktails, donc des mélanges de gaz.
La diapo suivante va nous montrer plus au niveau des âges et on voit bien sûr quand on est avec une population de travailleurs, toutes les tranches d'âge sont relativement représentées, mais que le principal est entre 25 et 54 ans. J'enchaîne avec la suite. Et je veux savoir ce que vous pensez des symptômes qu'on peut avoir. Donc, encore une fois, reliés à des gaz, quels sont les symptômes que vous pensez qu'on peut retrouver à cause d'une exposition au gaz? J'ai les maux de tête qui sont là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous écoute. Les nausées, les étourdissements, les yeux qui piquent, effectivement. Oui, les décès, j'ai vu la mort, effectivement, perte de conscience, paralysie, euphorie, malaise. Je veux juste voir, oui, c'est ça. Ils sont vraiment nombreux, beaucoup trop nombreux, très spécifiques à chacun, ce qui fait qu'on va enchaîner tout de suite avec une série de différentes problématiques. La première que je veux vous entretenir, c'est celle sur les gaz d'ensilage, la fameuse choucroute que nous a parlé François. Donc, dans mes données à moi, en 2012 et 2018, j'ai répertorié 11 cas d'intoxication. Ces intoxications-là ont été rapportées à la Direction de santé publique. Malheureusement, 3 décès. 3 décès de trop. C'est souvent des événements qui sont largement médiatisés, qu'on entend parler là, via les journaux ou les différentes tribunes. Diapo d'ensuite. Si on regarde au niveau des gaz d'ensilage, il y a vraiment 2 gaz qui nous préoccupent, qui sont souvent, qui entrent en ligne de compte. Le premier, c'est le gaz carbonique, donc le CO2. Il est là pourquoi? Parce que ce qu'il va faire comme tel, c'est qu'il vient prendre la place. Lui, il va vraiment prendre la place, donc il va tasser l'oxygène. Si j'ai pas d'oxygène, qu'est-ce que je vais respirer? Je vais respirer finalement le CO2. Ce gaz-là, sans odeur, sans couleur, pas vraiment d'effet irritatif. Donc, vous comprenez qu'il n'y a rien pour porter à ma connaissance qu'il est là nécessairement. Donc, à des concentrations élevées, ça peut causer une perte de conscience, ça peut même entraîner le décès. Un deuxième gaz qu'on va retrouver avec les gaz d'ensilage, c'est le dioxyde d'azote. Celui-là, parfois, on va avoir des indices. Par exemple, l'odeur d'eau de Javel. On peut aussi le sentir, puis après un certain moment, plus rien sentir parce que le nerf olfactif ne le sentira plus. On peut aussi, dans les cas qui ont été rapportés, on peut voir un brouillard orange-brun. Et je dis on peut. Il n'y aura pas nécessairement ces indices-là, donc on ne prend pas pour acquis. J'ai rien vu, tout est beau. Pas nécessairement. Ça peut vraiment passer inaperçu. On en tient compte dans notre évaluation. La diapo d'ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas très bonne en chimie, mais il y a comme un petit cours de chimie derrière ça. Le NO2, quand il arrive, donc on a parlé là, que la plante, elle a des nitrates. Une fois coupée puis qu'on est en train de faire notre choucroute, ça se transforme en oxyde d'azote. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'une fois que nous, on va le respirer comme individu, dans notre poumon, notre système respiratoire, c'est vraiment un milieu qui est humide. Donc, ce qui va se passer, ça va se transformer en acide nitrique. Et ça, c'est un problème. Et ça peut causer des dommages. L'acide nitrique, elle va affecter les voies respiratoires et va causer des dommages aux tissus. Donc, il peut y avoir une inflammation qui va se provoquer. La bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. C'est réversible si on va chercher des soins, si on est traité. Donc, l'importance de consulter. On aura d'autres symptômes avec le dioxyde d'azote. On pourra avoir l'irritation du nez, l'irritation de la gorge. On pourra avoir de la toux, difficulté respiratoire. C'est un peu comme s'il y a 3 séquences de temps. On peut avoir des effets immédiats. On peut avoir des effets qui sont dans les heures qui suivent, mais qui peuvent aller jusqu'à 48 heures. Puis on peut aussi avoir des effets qui sont sur une échelle de quelques semaines. Alors, on n'y pense plus, là, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 semaines? Bien, ça peut être encore une suite de l'exposition aux oxydes d'azote et c'est important d'en tenir compte. On peut avoir des complications pulmonaires qui sont du type d'un édème aigu. On peut avoir des problèmes pulmonaires qui seront du type bronchiolite. On comprend là, que c'est vraiment le côté, c'est comme les voies respiratoires, mais qui sont inférieures et non supérieures. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes. On peut
donc aussi aller jusqu'au décès. Et tout ça est vraiment une question de concentration. Qu'est-ce que c'est la concentration à laquelle on est exposé? Et s'il y a des bonnes doses, bien, c'est possible qu'on ait des conséquences vraiment qui vont être immédiates et qu'on peut donc en mourir. La diapo d'ensuite, il faut savoir que quelqu'un qui est asthmatique, quelqu'un qui a une maladie pulmonaire obstructive chronique, donc des problèmes chroniques respiratoires, ces gens-là, bien entendu, ils vont être encore plus sensibles aux oxydes d'azote. Il faut savoir que les effets donc de l'exposition aux dioxydes d'azote, ils peuvent disparaître pour revenir sous forme respiratoire plus grave quelques jours ou quelques semaines. C'est vraiment les 3 momentum que je vous parle, donc qui fait comme un continuum au niveau des effets du dioxyde d'azote. Alors, le danger d'exposition au gaz d'ensilage, on en a beaucoup parlé avec la présentation de François par rapport à la mise en silo. Il faut penser toujours donc du début où on a fait la mise en silo et que ça peut aussi être aussi loin que 4 à 6 semaines. Et ça, bien entendu, dépendant de ce qu'on aura dépisté, qu'on aura pris comme mesure au niveau des gaz. On enchaîne avec la suivante. C'est donc l'importance, pour moi, le message, l'importance de consulter un médecin si on a l'apparition de symptômes, parce qu'on pourra donner des soins, on pourra peut-être rendre réversibles les effets. La prise en charge est donc vraiment importante. Et c'est important, quand vous allez consulter, vous ou ceux qui sont avec vous, il faut dire ce qui s'est passé. Il faut parler de votre travail. Il faut dire que vous étiez dans un silo parce que ce n'est pas écrit sur votre front que vous avez été exposé au dioxyde d'azote et ça pourrait passer sous le radar. On pourrait vous traiter avec le problème de poumon que vous avez et complètement passer sous le radar le fait que c'est des oxydes d'azote pour lequel vous pourriez avoir des soins particuliers. Donc, c'est bien important d'informer de la situation. On change de catégorie, tout autre. Maintenant, les gaz de lisier. Retour sur l'actualité. Encore une fois, beaucoup trop d'événements. Donc, en 2016, on a juste chez nous, en Montérégie, 3 cas d'intoxication au sulfure d'hydrogène, dont 2 décès en lien avec l'exposition dans une préfosse. On a aussi quelqu'un qui était en train de nettoyer un camion d'épandage, qui a été vraiment beaucoup trop près des vapeurs et qui a eu une visite à l'hôpital avec des soins importants. Un autre décès en 2018 avec le travail dans une préfosse. Tous ces cas sont donc survenus au contact du sulfure d'hydrogène. On va voir que le sulfure d'hydrogène, dans les gaz de lisier, il n'est pas tout seul. Encore une fois, on en a un petit peu entendu parler un peu plus tôt ce matin. Il se promène donc d'autres gaz au niveau des gaz de lisier, le dioxyde de carbone. On a bien dit qu'il pouvait passer sous le radar. Il est plus lourd que l'air. Ce gaz-là va se retrouver surtout à la surface du lisier, à la surface du fumier. On a l'ammoniac. L'ammoniac qui, elle, est beaucoup plus facile à identifier parce qu'elle a son odeur piquante qui irrite les voies respiratoires, va irriter également les yeux. On aura le méthane, qui est un gaz explosif. Il est un d'or, plus léger que l'air. Puis ce gaz-là, on va le retrouver plus dans la partie supérieure des structures d'entreposage ou dans les milieux environnants. Donc, tout ça, ces gaz ensemble, font vraiment un cocktail considéré comme dangereux. La diapo d'ensuite. Qu'est-ce qui se passe avec le sulfure d'hydrogène? Il est absorbé par les voies respiratoires. On va le retrouver dans la circulation sanguine et ensuite, on aura des effets au niveau du cerveau, du foie, des reins. Ça peut vraiment être une question de minutes. Ça peut être vraiment, si les concentrations sont élevées, on a vu parfois des décès en l'espace de quelques minutes. Assez pour dire qu'une fois que les secouristes, les ambulanciers arrivent et c'est déjà trop tard pour vous dire à quel point on n'a pas de marge de manœuvre. À quel point aussi c'est vraiment tellement délicat pour les premiers soins, premiers secours, à quel point c'est délicat pour ceux qui viennent porter secours de ne pas eux-mêmes se trouver en danger. On va le voir dans les diapos d'ensuite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme symptômes qu'on peut objectiver, qu'on peut voir et percevoir? Irritation des yeux, toux, perte d'odorat, parce qu'on va voir tantôt au niveau des concentrations qui, à un certain niveau, on ne sent plus rien. L'inflammation des yeux, irritation des voies respiratoires. On peut aller donc jusqu'à perdre conscience, atteinte grave au niveau des poumons et ça peut aller jusqu'à la paralysie et le décès. Donc, ce gaz-là va faire entraîner donc rapidement une perte de conscience.
Si on regarde au niveau, je vais aller à la diapo d'ensuite, quand on regarde au niveau des concentrations, au niveau des ppm, quand on est à 100-150, on voit que le nerf olfactif, donc la capacité de sentir, on l'a perdu. On n'a plus ce repère-là pour nous indiquer la présence d'un danger et la présence de « il faut vraiment sortir ». Donc, on ne peut pas se fier là-dessus. On voit également au niveau des concentrations, je m'approche un peu, plus grand que 1000 ppm, perte de conscience rapide, arrêt de la respiration et c'est la mort en quelques minutes, quelque chose qui est désastreux. Diapo d'ensuite. Il faut donc se retirer rapidement de l'exposition. Puis, quand on a regardé les différentes situations que François présentait, on dit oui, j'ai mon détecteur, mais on voit à quel point ça peut changer rapidement. Si on est en train de débloquer quelque chose, pensez que si ça débloque, ça peut développer avec l'émanation qui est là et le danger qui vient comme de croître, alors que mon détecteur me donnait peu de mesures. Donc, il faut vraiment, vraiment être très, très vigilant par rapport à l'entrée dans des endroits dangereux. Et c'est pour ça qu'on va parler de s'appuyer sur une protection respiratoire qui peut venir comme faire en sorte qu'on se protège vraiment. Il faut donc sécuriser les lieux avant d'aller porter secours à autrui, contacter rapidement les services d'urgence pour aller chercher les soins rapidement. Un troisième gaz, et lui, mon Dieu, qu'on en parle souvent, puis c'est surprenant de dire qu'il faut encore en parler. Il est là, toujours là, encore là, et aussi mortel, donc aussi vraiment d'importance. Entre 2009 et 2019, on rapporte 46 cas d'intoxication au monoxyde de carbone, mais spécifiquement, là, mais vraiment pour le secteur agricole. La CNSST m'a rapporté un décès en 2019 dans une installation avicole. On a 3 décès en lien avec l'utilisation des laveuses, les fameuses laveuses à pression. Mais je peux vous dire, pour être au téléphone au niveau des enquêtes de maladies à déclaration obligatoire, que c'est toute situation, tous ces fameux petits moteurs, toutes ces fameuses situations de combustion où tout à coup, la situation change. On prend des chances parce qu'il fait très froid dehors, puis on veut se mettre à l'abri. On va couper la ventilation pour être capable de se réchauffer et oups, on n'a pas pensé que le monoxyde de carbone est en train de nous doubler, puis on se retrouve intoxiqué. Donc, monoxyde de carbone, je vais enchaîner avec la diapo suivante. Celui-là, sans odeur, sans saveur, sans couleur. Aucun indice pour pouvoir le voir. Même que j'entends souvent les gens, « Ah, ça sent le monoxyde de carbone. » Ben non, ça sent d'autres choses parce que le monoxyde de carbone, lui, ne sent pas. Et quand on parle de tout ce qui peut être cette fameuse combustion, c'est vraiment par rapport à l'essence, le propane, le bois, le papier, le charbon, l'huile à chauffage. Toutes ces situations-là où on a une combustion incomplète, on peut se retrouver à avoir l'émanation de monoxyde de carbone. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les voies respiratoires. Il est absorbé par le sang et il prend la place de l'oxygène dans le sang. Donc, sur l'hémoglobine, tout à coup, au lieu de venir nous nourrir en oxygène, l'hémoglobine va se lier avec le monoxyde de carbone et va donc nous priver de l'oxygène qu'on a tellement besoin. Donc, les effets ressentis vont dépendre de la concentration du monoxyde de carbone, de la durée d'exposition. On a même la condition physique d'une personne, de même que les efforts physiques qui sont fournis, qui vont donc influencer comment on va réagir, comment on va avoir des symptômes. La diapo suivante. Les symptômes qu'on peut avoir peuvent aller dans plusieurs sens. Donc, le mal de tête, c'en est un qu'on entend vraiment souvent. Diminution des réflexes, somnolence, irritabilité, troubles de la vision. On peut avoir des nausées, des vomissements qu'on va entendre aussi passablement souvent dans les cas d'enquête, agitation, confusion, coma, convulsion et encore une fois, c'est possible de se retrouver au décès. Il faut savoir qu'un fumeur, quelqu'un qui fume, aura juste par le fait d'être un fumeur, un niveau de monoxyde de carbone dans son sang qui va déjà être plus élevé que l'autre à côté qui n'est pas un fumeur, qui est de l'ordre de 5 à 10 %. Un gros fumeur peut même avoir dans son sang une valeur de 12-13 % de monoxyde de carbone dans son sang. La diapo d'ensuite. Alors, c'est vraiment important lors d'une intoxication, de transporter immédiatement la personne à l'air frais, assurer le confort de la victime, la transporter vers les services d'urgence. La personne intoxiquée
Il faut qu'on se rappelle de ça. Il ne faut pas qu'elle conduise. Et encore trop souvent, « je me suis rendue par moi-même. Je suis allée, j'ai pris... » Vous avez pris l'auto? Non, il ne faut pas prendre l'auto. Avez-vous vu les symptômes qu'on a vus? Vous n'êtes pas en état de pouvoir prendre la décision de prendre votre véhicule pour vous rendre au service d'urgence. Il faut soit être conduit, soit appeler le 911 pour être conduit et avoir des soins. Qu'est-ce qu'on va faire comme soin? C'est qu'on va vouloir vous donner de l'oxygène. Au besoin même, il est possible qu'on vous transporte du milieu hospitalier où vous allez être. C'est possible qu'on vous transporte en centre hyperbare, donc d'aller chercher des traitements d'oxygène vraiment concentrés, comme par exemple à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, ou encore, si on est plus dans la région de Québec, à l'hôpital Lévis, à Lévis, où il y a donc des installations pour pouvoir donner ces types de soins-là. Ça, c'était pour le monoxyde de carbone. Qu'est-ce qui fait que nous, la santé publique, on se retrouve dans les différentes enquêtes? Bien, il faut savoir que la loi de la santé publique, elle donne l'obligation, que ce soit aux médecins, aux laboratoires, aux différents instituts de santé, de nous déclarer les maladies à déclaration obligatoire. Donc, tout ce qui seront les expositions à des gaz, si un médecin d'une salle d'urgence a à sa connaissance cette intoxication-là, il doit nous déclarer, il doit nous faire cette déclaration-là dans des délais rapprochés, rapidement, pour qu'on puisse nous intervenir. Alors, c'est pour ça qu'on peut se retrouver à être informé de ces situations-là par tantôt les services préhospitaliers, tantôt le centre antipoison, tantôt donc les médecins de salle d'urgence et qu'on va donc contacter les milieux, pouvoir regarder, enquêter pour nous assurer, premièrement, qu'il y a un contrôle de l'exposition pour éviter qu'il y ait d'autres survenus, vraiment s'assurer d'éviter la répétition du cas. Ça, c'est pour la maladie à déclaration obligatoire qui, elle, donc, l'événement est survenu. Dans la loi de santé publique, il y a aussi la notion de signalement de menace à la santé où tous et chacun, donc on a dans la loi 2 articles qui disent que certaines institutions, les directeurs des organismes gouvernementaux, par exemple des écoles également, les responsables peuvent nous appeler pour nous signaler une situation de menace à la santé, mais tous et chacun peuvent également prendre le téléphone pour nous dire « Hey, j'ai vu telle situation, je suis vraiment préoccupé » et la santé publique prendra le relais, enquêtera et regardera pour voir s'il y a lieu de mettre en œuvre des mesures, encore une fois, pour contrôler un risque, une exposition, faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des catastrophes ou encore des intoxications pour plusieurs personnes. C'est ce qui couvre la santé publique. C'est vraiment nos assises, notre loi, et qui fait qu'on va se retrouver dans les différentes enquêtes impliquées. On a aussi donc des relations vraiment étroites avec la CNSST au moment des enquêtes parce qu'on est souvent des partenaires qui devront travailler ensemble à la fois pour la santé puis pour implanter les mesures de sécurité. Donc, c'est pas rare qu'on va travailler de pair dans nos milieux pour les contrôles de l'exposition. Un autre chapitre qui est important à regarder, c'est l'organisation des premiers secours et des premiers soins. J'en parle parce que c'est pas au moment où il se passe un événement qu'il faut s'organiser, c'est bien avant. Il faut vraiment se poser les questions de qui fait quoi, quand, comment et pourquoi. Le secouriste, il faut qu'il soit formé à l'avance. C'est pas au matin même qu'il se passe quelque chose que « Oh, toi, t'es bon, t'es capable. » Non. La loi sur les mesures de premiers soins, premiers secours, le règlement qui existe, va donc dire l'exigence d'avoir des secouristes dans tous vos milieux de travail pour pouvoir être là et donner des premiers soins aux besoins. Quand? Donc, c'est ça, c'est quelque chose qui se planifie d'avance. Que ce soit pour vos trousses, que ce soit pour la présence d'un registre, que ce soit pour avoir des installations, qu'on parle de douche oculaire, de douche corporelle, tout ça se prévoit d'avance. Le système de communication. C'est pas au matin même d'une intoxication qu'on décide comment on va s'organiser pour informer l'ambulance que la personne pour laquelle il faut demander l'ambulance est à tel endroit. Il faut que ces éléments-là soient étudiés, regardés vraiment à l'avance pour être capable d'être efficace au moment où il se passe une situation d'urgence. C'est vraiment très important. Donc, et tout ça, pourquoi? Bien entendu, pour le bénéfice, parce que si on a bien vu, pour chacun de ces gaz-là qu'on a regardé tantôt, souvent, les minutes comptent. Quand on parle de premiers soins, premiers secours, puis que les minutes comptent, il faut vraiment être bien organisé pour pouvoir agir efficacement.
J'ai parlé donc d'être capable de se dire comment on va évacuer, mais il faut aussi être capable de communiquer. Puis parfois, dans vos entreprises, dans les milieux agricoles, c'est un défi, mais il faut y penser d'avance. Donc aujourd'hui, avec la téléphonie, avec les cellulaires, avec les walkie-talkies qu'on pourrait avoir, je pense que c'est quelque chose qui s'organise à l'avance pour faire en sorte que j'ai personne qui est pas en mesure de communiquer, qui se passe une situation d'urgence et de pouvoir être capable donc d'agir efficacement. Tout ça pour arriver à une conclusion, donc, de jamais sous-estimer les effets de l'exposition à un gaz. Il faut toujours prendre pour acquis que on ne prend jamais trop de précautions et ça, c'est vraiment pour la santé de tous. Et s'il y a quelque chose que j'ai bien entendu ce matin, c'est qu'on est tous préoccupés. Il n'y a personne qui veut parler d'avoir des pertes humaines. Il n'y a personne qui veut se retrouver avec des impacts à sa santé qui pourraient être des impacts chroniques. Par exemple, quand on a parlé des lésions pulmonaires pour les oxydes d'azote, jamais au prix de sa santé, on veut ça pour le milieu de travail qui n'aurait pas été bien organisé. Donc, d'entendre qu'on travaille tous ensemble ici à cette façon de faire, avancer, c'est pas parfait, il y a encore des choses qu'il faut consolider, mais il faut y être, il faut être au rendez-vous, travailler ensemble, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, là-dessus, ça fait le tour du petit entrevue sur les effets à la santé. Merci beaucoup, Chantal. Est-ce qu'on a une question pour... c'est une table très populaire, dynamique dans le coin. Oui, bonjour, docteur. Bien, malheureusement, c'est qu'on apprend un peu de nos erreurs. Et ce qu'on voit quand arrivent ces situations-là, c'est qu'il y a énormément d'émotions. Et dans le vif de l'action, c'est on veut secourir la personne. Mais si on le fait dans l'immédiat, c'est possible qu'on soit la deuxième, la troisième, la quatrième victime. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est vraiment les spécialistes qu'il faut qu'ils arrivent, qu'ils soient là, qui sécurisent les lieux. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est au niveau des pompiers, d'arriver, d'être là, de sécuriser les lieux avant de porter secours pour pas se retrouver, nous aussi, par exemple, dans le fond de la pré-fosse en étant une Xème victime. Et donc, si on est secouriste, peut-être que le geste à faire sera donc de rapidement communiquer avec les services plutôt que nous-mêmes aller tenter de sortir la victime. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Oui, François? Absolument. Pour être secouriste, là, c'est vraiment... là. De ne pas y aller quand que notre réflexe, c'est d'aller secourir la personne nous autres mêmes, là, mais si t'es pas protégé, là, on a eu un camping en Montérégie, je pense qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui ont décédé en voulant se sauver mutuellement. Là, c'est un hécatombe, c'est vraiment... J'ai un témoignage aussi d'un service incendie qui s'est retrouvé à intervenir dans une situation et c'était des pompiers volontaires et au sortir de l'événement, donc ils ont dû prendre le temps de sécuriser les lieux avant d'eux et ils sont restés tellement marqués de devoir respecter ces procédures-là parce que l'idée, ça aurait été d'y aller rapidement. Puis le faire, ben c'est ça, on a vu des conséquences tellement fâcheuses à cet effet-là. Oui, François. Oui, bien, moi, dans le fond, je voulais juste compléter ce que tu mentionnais au niveau du secouriste. C'est quand on parle d'espace clos, comme une préfosse à lisier ou un silo, il y a une préparation à faire en amont. Nous, on parle de procédure d'entrée en espace clos. Ça inclut les procédures de sauvetage, ça inclut une préparation. Fait que la personne qui va surveiller à la base, ça va être la personne qui va être là pour appeler les secours. Bon, dans le cas d'une préfosse, ça peut être aussi la première intervenant qui peut utiliser un trépied. Si la personne reste attachée à un harnais, si le collègue qui est dans le fond de la préfosse est en trouble, peut le hisser à l'extérieur puis ensuite appeler les secours. Fait qu'il y a vraiment une préparation.
Dans le fond, c'est un petit peu le résumé du message là, qu'on voit en fond de scène. N'improvisez pas. Fait que c'est vrai pour le plan de secours au niveau des secouristes. C'est vrai aussi pour les procédures d'entrée en espace clos. Il faut tout prévoir avant. Merci beaucoup, François. C'est bon. Ne pas improviser, c'est à retenir.